Bonjour, nous abordons aujourd'hui un nouveau module dans notre cours, le module 3, qui s'intitule « Inégalités sociales et politiques ». Nous avons dans le module 2 examiné le droit qui définit à toute fin pratique l'égalité comme étant la non-discrimination. Mais pour les autres disciplines, la non-discrimination, c'est surtout définie strictement comme elle l'est en droit, ça ne couvre pas l'ensemble du champ des inégalités. Alors, dans ce module, nous allons voir dans l'exposé d'aujourd'hui des définitions assez précises des inégalités sociales et dans l'exposé suivant, nous verrons la différence entre inégalités sociales et classes sociales et aussi comment ces différences s'inscrivent dans des théories et des théories politiques, quelquefois des doctrines économiques, qui plus ou moins garantissent certaines égalités politiques ou on démontre un certain plus ou moins grand degré d'attachement aux droits civils et politiques. Alors, disons qu'aujourd'hui, on examine la question des inégalités sociales dans ce module, dans cet exposé, et pour le reste, nous y reviendrons dans l'exposé suivant en regardant qu'est-ce que c'est quel est l'impact des doctrines économiques et des doctrines politiques sur la définition des inégalités sociales et de leur justification. Parce qu'une des grandes questions quand on parle d'inégalités sociales, politiques ou économiques, c'est qu'on n'est plus là dans les questions juridiques. Dans les questions juridiques, c'est toujours, vous avez peut-être trouvé ça compliqué, mais il y a toujours quelque chose qui est un peu facile. Parce que si c'est contraire au droit, c'est interdit. Les inégalités sociales, il faudrait être aveugle pour ne pas les voir. Elles existent, tout le monde le sait. Plusieurs disent qu'il faudrait travailler à les amoindrir. Certaines disent, mais il y aura toujours des inégalités sociales, il faut juste les empêcher d'être contraires au droit. Par exemple, si une inégalité sociale devient de la discrimination, ça, il ne faut pas. Mais si une inégalité sociale est là, mais c'est quoi? C'est parce que la personne ne peut pas gagner aussi bien sa vie ou c'est pas de la discrimination. Donc, il y a toujours des gens plus riches, des gens plus pauvres. Et alors, les questions, donc les inégalités sociales et les inégalités économiques sont un fait empirique et personne n'irait dire que c'est une illégalité. Donc, on change de lunettes d'approche. Cela dit, il y a certainement des doctrines politiques qui militent en faveur non seulement de la réduction, mais de l'abolition des inégalités sociales et des inégalités économiques. Ce n'est pas la position dans les démocraties libérales, quoique, selon les années, les démocraties libérales, et en particulier dans les grandes années de ce qu'on appelait l'État-providence, a mis en place plusieurs mesures pour réduire les inégalités et pour donner des mesures de redistribution des revenus ou d'accès aux services qui permettaient de les amoindrir, mais le projet n'était pas de les éliminer. Donc, les inégalités sociales, on les examine et ce travail va solliciter un peu plus que vous vous interrogiez sur vos propres valeurs. Moi, je n'irai pas, si possible, dans le domaine de vos valeurs. D'ailleurs, je ne pourrais pas y aller. C'est évident que les auteurs dans ce domaine-là soutiennent des thèses. Les auteurs qui sont intéressés aux inégalités sociales, c'est généralement pour les combattre. Donc, ils étaient plutôt en grand désaccord avec les inégalités sociales et pensent de leur devoir de chercheurs de trouver des moyens pour les réduire et sinon les abolir. Le cours d'aujourd'hui, l'exposé que je vais vous donner, suit de très très près un texte que je vais mettre ou que j'ai déjà mis que vous allez trouver dans les textes dans Brightspace, sous le chapitre module 3. Donc, ce texte est un texte de Beer et Pfefferkorn, qui sont deux sociologues français extrêmement connus dans le domaine des inégalités sociales et qui ont écrit un livre qui s'appelle « Le système des inégalités ». Je vous ai reproduit les 23 premières pages du livre et dans mon exposé d'aujourd'hui, je vais suivre de très près
leur démonstration. Parce que le texte n'est pas simple et si vous le lisez, vous pouvez passer tout droit, je dirais, sur des notions importantes. Donc, je vais me consacrer aujourd'hui à lire avec vous ce texte, mais je vous demande de le lire et je vous ai aussi mis des questions de réflexion, des questions auxquelles vous devez répondre. Nous abordons donc la première diapositive qui introduit la question de la définition des inégalités sociales. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit dans l'introduction générale du cours, que les études de conflit étaient une discipline pluridisciplinaire, donc qui convoquait plusieurs disciplines. Chaque discipline a sa méthode, chaque discipline a son objet. On a vu pas mal de droits dans le module précédent. Le droit a un objet, c'est la règle de droit, la normativité juridique, comment l'appliquer, comment elle se déploie. Et elle a une méthode aussi, qui est une méthode herméneutique, d'interprétation des textes. Aujourd'hui, avec la question des inégalités sociales, on quitte le droit. Et on arrive je dirais surtout dans le domaine de la sociologie, d'où le texte que je vous demande de lire, qui est un texte de sociologie. La perspective de la sociologie, l'objet de la sociologie, c'est la société. Donc, quelles sont les institutions sociales, les structures sociales, les mécanismes qui produisent les inégalités sociales, qui font qu'elles se maintiennent, et comment décrire les inégalités sociales dans le cadre d'une société. Alors, toute la perspective est différente. Et c'est important de vous rappeler l'aspect pluridisciplinaire des études en études de conflit, qui explique pourquoi il faut voir le phénomène de l'égalité et des inégalités sous l'angle de différentes disciplines. Donc, la question des inégalités sociales introduit une perspective sociologique qui inclut aussi des considérations économiques. Les inégalités politiques et les inégalités économiques sont-elles des inégalités sociales? Grosse question, je n'y répondrai pas tout de suite. On pourrait dire qu'elles en font certainement partie. Vous allez voir pourquoi. Mais donnons quelques considérations générales sur les inégalités sociales, qui sont d'ailleurs traitées dans le texte que vous avez à lire dans l'introduction du texte, mais qui rappellent la thèse de Jean-Jacques Rousseau, pour qui l'origine des inégalités. Premièrement, je devrais dire un mot sur Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe des Lumières, qui a écrit un texte très important sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et dans son texte, Rousseau attribuait à la propriété privée l'origine des inégalités. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les doctrines politiques plus récentes, vous allez voir que ça a une grande parenté avec le marxisme. Mais Rousseau, bien avant Marx, disait s'il n'y avait pas de propriété privée, il ne pourrait pas y avoir d'inégalité économique. Et ça nous amène à une autre question. Est-ce qu'on peut concevoir une inégalité sociale sans une inégalité économique? C'est possible, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire sur le concept d'inégalité sociale? Ça veut dire que c'est un concept partiel, peut-être, mais c'est évident que, de façon générale, les inégalités sociales renvoient aussi à une inégalité économique. Quand est-ce qu'on pourrait penser à une inégalité sociale sans inégalité économique? Mais je pense que on pourrait penser à des sociétés, d'anciennes sociétés coloniales, racistes, basées sur un système de différence entre les races, où on peut retrouver dans le groupe discriminé des gens économiquement prospères, mais leur pouvoir politique, leur statut social est jamais celui des Blancs. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait penser à une inégalité économique qui ne recouperait pas nécessairement une inégalité sociale qui exclurait pas une certaine égalité économique. Mais pourrait-on, dans ce cas, parler d'égalité? On pourrait parler de revenus semblables ou de capital semblable, mais est-ce qu'on parle d'égalité? Je me poserais de sérieuses questions. Et vous allez voir pourquoi, parce que l'inégalité sociale, elle a quand même plusieurs composantes. Donc, qui doivent être dosées.
On en a déjà parlé en introduction, mais le droit par son objet ne traite pas des inégalités sociales, et si le droit à la non-discrimination est respecté, le droit n'est pas nécessairement un outil de lutte directe contre les inégalités sociales, à moins qu'on lutte pour faire changer le droit de telle sorte que les inégalités sociales deviennent une forme de discrimination. Si vous regardez le pacte sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, vous allez voir que la discrimination fondée sur la condition sociale au Québec et en droit international, c'est sur le statut social, la situation de fortune ou de naissance est prohibée. Alors, c'est quand même limité aux droits garantis par le pacte, mais c'est une porte ouverte sur la prohibition des inégalités sociales en droit, mais pas absolue. Alors, le problème du droit, c'est qu'il y a toujours une tension en droit entre l'égalité et la liberté, parce que toute atteinte au droit de propriété, toute atteinte à la circulation des biens, au droit de faire des revenus avec ces biens, est une atteinte à la liberté individuelle. Donc, nous verrons au cours suivant quelle incidence la tension entre droit à la liberté et droit à l'égalité, quelle incidence elle a eue sur les régimes politiques. Donc, j'en arrive aux inégalités sociales proprement dites et au texte que je voudrais étudier avec vous. Les auteurs dans le texte, eux, constatent, et ils ne sont pas tout seuls, un accroissement des inégalités sociales depuis la fin du disons, oui, les dernières années du 20e siècle. Et sont souvent mesurées en termes d'inégalité économique. Je vous ai donné ici un petit article du Devoir de 2014 qui montre que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'accroît dans plusieurs pays. Il s'agit à ce moment-là d'accroissement des inégalités économiques et par la même occasion des inégalités sociales. J'ai laissé un point d'interrogation, mais les deux sont quand même assez largement liés. Et surtout quand on regarde sur le plan macro, comme vous le rappellent ces articles. Donc, quelles seraient, selon les auteurs, les causes de l'accroissement des inégalités? Pour eux, le régime économico-politique du néolibéralisme ne peut qu'à la limite accroître les inégalités parce qu'il inverse le rapport entre capital et travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour s'enrichir, mais c'est pas en régime libéral, les revenus du travail sont toujours moins enrichissants que les revenus du capital. Et dans ces conditions, ça risque toujours d'augmenter les inégalités économiques parce que le travail est une grande source de redistribution de la richesse. Les inégalités économiques créent des inégalités entre les membres de catégories sociales. Les auteurs proposent, eux, que certaines politiques du néolibéralisme, par exemple la réduction des services publics, le renversement de la tendance, le démantèlement de l'État-providence a contribué aussi à accroître les inégalités sociales et économiques. L'intérêt de leur texte porte moins sur leur analyse qui est une introduction. Là, je pense que si on voulait faire cette analyse plus strictement, il faudrait regarder des textes en économie, ce que nous ne ferons pas, parce que l'important dans ce texte, c'est de lire, de comprendre bien la définition qui est quand même assez bien dessinée des inégalités sociales. Donc, ces auteurs ont une approche systémique des inégalités sociales, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre en évidence leur caractère de système, que les inégalités se combinent et se renforcent mutuellement. Dans le texte, ils définissent les inégalités sociales. Je ne vous lirai pas la définition, je l'ai mis dans la fiche, page 9, mais pour pas que vous soyez tenté de la parcourir sans vous rendre compte que c'est une définition. Donc, il faut être capable non seulement de la répéter, c'est pas ça l'idée, mais de la comprendre et de la déconstruire.
Cette définition comporte 4 éléments. Donc, qu'est-ce qu'une inégalité sociale? Il faut, d'après eux, pour qu'une inégalité soit une inégalité sociale, elle doit se composer de 4 éléments. Quels sont-ils? Bien, d'abord, une inégalité sociale est un résultat. Le résultat de quoi? D'une distribution inégale au sens mathématique. Ça veut dire quoi? Bien, l'égalité mathématique, ça veut dire 2 est égal à 2. Donc, 1 est plus petit que 2 et 3 est supérieur à 2. C'est une égalité au sens mathématique de l'expression, une distribution inégale, une catégorie a plus, une autre catégorie a moins, entre les membres d'une société des ressources de cette dernière, dues aux structures mêmes de cette société et faisant naître ou non un sentiment d'injustice. Donc, c'est quoi les 4 éléments? On va les voir. C'est premièrement une inégalité au sens mathématique. Et dans le texte, vous verrez que les auteurs critiquent, enfin montrent les limites de chaque partie de leur définition. Qu'est-ce que c'est le problème de l'inégalité au sens mathématique? C'est-à-dire qu'il faut être capable de la mesurer. Or, une inégalité sociale peut être aussi non mesurable. La qualité de vie, par exemple, le bonheur, l'accès à certains réseaux, l'accès à certains avantages, des fois, n'est pas mesurable. Et par des critères quantitatifs, on passe à côté. Donc, il faut faire attention, pour eux, leur définition pourrait laisser tomber toute cette question de ce qui n'est pas mesurable, mais qui contribue à accentuer les inégalités. Il reste que, dans les études sociologiques, il faut se rabattre sur un critère, et le critère est de quantifier les différences par différentes mesures. Donc, les inégalités sociales, c'est une inégalité au sens mathématique dans la distribution de quoi? Des ressources de la société, des ressources sociales. Qu'est-ce qu'une ressource sociale? À quoi est-ce que c'est différent de quoi? C'est différent d'une ressource individuelle. On parle ici de multidimensionnalité des inégalités sociales, parce que les ressources sociales ne sont pas seulement des ressources économiques, sinon on dirait des ressources économiques. On parle des ressources sociales. Les ressources sociales, elles sont politiques, elles sont symboliques et elles sont économiques. Il y a un auteur très connu, Pierre Bourdieu, qui a beaucoup parlé de domination symbolique. C'est-à-dire que la catégorie socialement dominante impose ses symboles et impose son discours. Donc, et ça se fait plutôt à l'insu des dominés, mais la domination symbolique est une domination aussi. Elle fait partie des inégalités sociales. Alors, donc, pour le résumer de façon assez concrète, les auteurs parlent des inégalités qui se manifestent dans 3 ordres. Dans l'ordre de l'avoir, dans l'ordre du savoir et dans l'ordre du pouvoir. Facile à définir. L'ordre de l'avoir, ça veut dire économique. Qu'est-ce qu'on a? Pas juste économique, mais les possessions, les biens, y compris les relations, etc. Dans l'ordre du savoir, c'est le savoir, mais en autant qu'il est valorisé dans une société donnée, qu'on sait les bonnes choses. À une certaine époque, les diplômes universitaires avaient une certaine signification, aujourd'hui encore, mais ça tend à changer. Donc, les inégalités dans l'ordre du savoir, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont plus dans ce qu'il faut savoir dans une société ou dans ce qui donne des garanties sociales, de position sociale par rapport au savoir, et qu'est-ce qui fait que des personnes ont moins. Donc, avoir, savoir, et l'autre, pouvoir. Pouvoir, c'est pas seulement être au gouvernement, là. Ça veut dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un est dans une position pour imposer ses points de vue. Là, on parle de toute la question des réseaux. Je parle des réseaux sociaux, pas au sens d'Internet, mais des réseaux d'influence, des groupes associatifs, de la capacité de se déplacer pour pouvoir aller être plus en contact avec des personnes influentes. Alors, quand les auteurs parlent de multidimensionnalité, ce à quoi ils font référence, c'est qu'on ne peut pas voir l'une sans l'autre. Si vous habitez dans un endroit extrêmement éloigné,
sans moyens de transport, parce que vous êtes très démunis, sans qu'il y ait des transports publics dans cet endroit éloigné, que vous avez à peu près pas d'alphabétisation et que vous connaissez peu de monde, puis que vous travaillez, quand c'est possible, à faire des petits travaux, vous êtes en contact avec un peu de gens, bien, vous avez des inégalités dans les trois ordres. Et généralement, elles se renforcent mutuellement parce que c'est sûr que la capacité de se déplacer, par exemple, permet d'avoir accès à certains réseaux, à des informations, moins aujourd'hui avec Internet, mais encore faut-il avoir le savoir nécessaire pour manipuler ou pour bien tirer profit des instruments que la technique nous donne. Il faut avoir aussi les moyens de se les procurer, il faut avoir l'électrification. Enfin, je pense que vous êtes capable de penser à vous-même qu'est-ce que ça veut dire la multidimensionnalité des inégalités sociales. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que ces trois ordres sont assez importants, très importants, et qu'il ne faut pas les confiner aux inégalités économiques, bien que les trois ordres soient très, très étroitement reliés. Les auteurs trouvent qu'il y a un problème en se concentrant sur les ressources de la société parce qu'elles laissent de côté ce qui est en amont des ressources, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet que les ressources soient là. Si on dit « cette société n'a pas de ressources, donc tout le monde est pauvre », est-ce que c'est mieux? Ben, non. Donc, il y a un problème dans qu'est-ce qui produit les inégalités dans la distribution et qu'est-ce qui produit, disons, la carence de ressources disponibles. Donc, cette approche implique une approche sur les régimes de propriété et des moyens de production qui relève plus d'un autre domaine qui est l'économie. Mais quand les auteurs insistent sur l'approche systémique, c'est pour dire qu'il faut, pour avoir une bonne idée des inégalités sociales, il faut bien se poser les bonnes questions, quitte à ne pas nécessairement avoir toutes les réponses. Bon, quand on parle d'inégalité, l'autre élément, c'est que l'inégalité sociale, ça s'oppose à l'inégalité individuelle. S'oppose. Moi, je ne dirais pas que ça s'oppose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous allez voir que cette différence entre inégalité sociale et inégalité individuelle est devenue capitale dans les justifications des inégalités. Parce que souvent, on dit « Ah oui, mais ça, c'est parce que si cette personne-là est mieux payée, parce qu'elle a un meilleur diplôme, c'est normal. » Peut-être, peut-être pas. Enfin, on peut laisser aucune question sans examen critique ici, quand dans une perspective scientifique. Parce que est-ce que le fait d'avoir une meilleure éducation, c'est seulement des talents naturels? Est-ce qu'il n'y a pas des ressources sociales qui sont mises au service non seulement de ces talents naturels, mais est-ce que les talents sont naturels? Est-ce qu'au contraire, c'est des ressources sociales dans l'ordre de l'avoir des réseaux qui permettent à des capacités de se développer? Bon, il y a des inégalités qui sont des inégalités qui ne sont pas sociales. Les auteurs parlent des inégalités suprasociales qui ont trait, par exemple, à des catastrophes naturelles, au climat, à des choses sur lesquelles la société a peu de prise ou l'histoire non plus, et des inégalités infrasociales. Dans les inégalités infrasociales, il faut faire très attention parce que ce seraient les différences individuelles. Est-ce que la maladie, par exemple, qui est plus un facteur individuel, est complètement individuelle? Bon, évidemment, ça dépend. Si vous êtes dans une société où les services de santé sont excellents, où le dépistage précoce est très bien fait, où une fois qu'on détecte une maladie, vous avez accès à plusieurs soins, vous avez accès à des soins à domicile, enfin à toutes sortes de choses qui vous permettent de rester intégré à la société le plus longtemps possible, c'est pas la même chose que dans une société où vous n'avez rien de tout ça et c'est seulement par votre propre réseau que vous pouvez vous en sortir. Évidemment, il y a des maladies, la mort va toujours... C'est pas une inégalité sociale, mais on le sait combien, par exemple, l'espérance de vie des individus est extrêmement influencée par des facteurs sociaux. Alors, il faut toujours faire très attention quand on parle de différences individuelles, de mérite individuel, ce qui est très important dans la théorie libérale, que chacun a selon son mérite, selon ses capacités, à ne pas occulter l'importance des structures sociales dans le développement des capacités. Le quatrième élément, c'est le sentiment d'injustice.
Les inégalités sociales, on vient d'en décrire les aspects objectifs, c'est-à-dire les aspects observables, mais les inégalités sociales comportent aussi un aspect subjectif, et il y a une différence entre une inégalité mathématique et un sentiment d'injustice. Et dans la question que je vous ai posée en ouverture du cours, est-ce que les inégalités sont source de conflits? Et je pense que vous avez là un élément de réponse. Généralement, non, parce que les inégalités ne sont pas source de sentiments d'injustice n'importe quand. Ça prend plusieurs conditions, notamment des conditions politiques, pour qu'une inégalité soit source d'injustice. Je vais vous donner un exemple historique. Les droits des femmes et les droits des hommes étaient très inégalitaires. La situation sociale des femmes et des hommes était inégalitaire jusqu'au 20e siècle, puis encore. On parle d'inégalité, mais on pourrait même parler d'inégalité formelle. Ce n'était pas nécessairement vécu pour les femmes en tant qu'injustice. Par exemple, le fait de ne pas avoir le droit de vote pour les femmes, est-ce qu'elles s'étaient, au 19e siècle, vécues comme une injustice? Ça a commencé à la fin du 19e siècle, avec le mouvement des suffragettes, mais ça prend plusieurs conditions sociales et politiques pour qu'une inégalité soit vécue comme une injustice. Les serfs au Moyen Âge, est-ce qu'ils voyaient leurs conditions comme une condition injuste? Peut-être quelques-uns, mais de façon générale, tout le monde, parce que on leur répétait toujours la domination symbolique de Bourdieu, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans un monde où on disait « il y a des gens qui commandent et il y a des gens qui obéissent, et voici ce qui est juste ». Donc, le sentiment d'injustice, il ne faut pas le prendre pour acquis. Si aujourd'hui on est beaucoup plus sensible, et avec Dieu merci, puis on peut s'en féliciter, à certaines inégalités, c'est parce que des luttes politiques et de grands mouvements sociaux les ont portés. Et si des grands mouvements les ont portés, c'est parce que certaines personnes ont ressenti ce sentiment d'injustice. Donc les deux facteurs, le facteur individuel, le sentiment d'injustice, il faut qu'il existe pour qu'il y ait un mouvement social. Mais en même temps, s'il n'y a pas de mouvement social, la grande majorité ne ressentira pas nécessairement le sentiment d'injustice et va plutôt se plier au discours dominant qui renforce cette inégalité. Donc, le sentiment d'injustice est un facteur de mobilisation ou de lutte quand il existe. Mais la mobilisation et la lutte sont importantes pour faire prendre conscience de l'injustice à des gens qui, pour toutes sortes de raisons, sont moins en position de critiquer ou de ressentir jusqu'à quel point le discours dominant peut être facteur d'oppression. Donc, l'accroissement, mais on le voit parce que dans un régime libéral, le fait qu'il y ait les très, très grosses différences de revenus choquent. Mais des différences de revenus quand même assez importantes, on vit tous avec, et sans générer un grand sentiment d'injustice. On ne peut pas dire que c'est un facteur de mobilisation. Peu de personnes se mobilisent contre l'abolition de la propriété privée. Donc, on voit qu'il y a une tendance à transformer ce qui est une injustice en malheur, en calamité, ou à quelque chose qu'on ne pourrait pas éviter. Bien, quand je vous parle des inégalités en régime libéral, je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui fait des revenus minimes et avec des grandes charges familiales, vit comme une injustice peut-être sa situation, mais peut-être ne vit pas comme une injustice mobilisatrice le fait que certaines personnes soient beaucoup mieux nanties. Et comment est-ce qu'on justifie les inégalités? Ça, c'est une autre question. Donc, et c'est à cette question que j'arrive. C'est que les inégalités sociales sont souvent légitimées. Et je vais vous poser la question à vous. Trouvez-vous légitime qu'il y ait des inégalités sociales? On est porté à dire non, parce que c'est jamais beau, une inégalité, mais en fait, on s'accommode de plusieurs inégalités dans l'ordre de l'avoir, du savoir et du pouvoir, dans toutes nos vies. Donc, quels sont les trois modes de raisonnement qui légitiment certaines inégalités sociales, pas extrêmes? Alors, le premier, il y en a trois, je les ai mis pour les résumer d'avance, mais on va les examiner chacun d'entre eux. Le premier, il y a presque plus court
Enfin, Dieu merci, mais comme officiellement en tout cas. Ouais, peut-être un peu, mais il serait... le deuxième, c'est les doctrines habituelles du libéralisme, c'est-à-dire que les inégalités qui empêchent l'exercice des droits, elles, sont inadmissibles, des droits civils et politiques. Par exemple, la discrimination. Mais que c'est normal que tout le monde n'ait pas les mêmes ressources par rapport à la capacité de générer des revenus ou à la capacité d'obtenir des diplômes ou que les salaires ne soient pas à peu près uniformes pour tous. Alors, on vit dans une société comme ça. Et la troisième, c'est la théorie de l'égalité des chances, qui est une justification un peu parce que c'est moins de l'égalité formelle, mais c'est une justification basée sur la nécessité d'assurer l'égalité matérielle, la non-discrimination au sens de la non-discrimination indirecte et systémique, mais malgré tout, elle ne s'attaque pas au rapport de production. Moi, je ne sais pas de vous dire qu'il faut, il faut à tout prix déclarer non légitimes les inégalités sociales. Je vous dis juste que, contrairement à la non-discrimination, la question de la légitimité des inégalités sociales, elle demeure entière et c'est assez difficile. On commence le cours et ce cours-ci, c'est un cours d'introduction, mais il faut que vous poursuiviez votre réflexion et vos études là-dessus pour savoir qu'est-ce qui permet de légitimer une inégalité et est-ce qu'elle devrait être légitimée ou non. Donc, le premier mode de légitimation qui est loi ontologique et principe axiologique, je vous ai volontairement mis les mots parce que c'est quand même des études universitaires et il faut développer votre vocabulaire sociologique ou philosophique. Ces deux mots sont des mots de la philosophie. Ontologique, ça veut dire qu'il y a rapport à l'être, l'essence, et axiologique, aux valeurs. Donc, le premier mode de légitimation de l'inégalité, c'est celui qui dirait l'inégalité, c'est justifiable parce que, par essence, les hommes sont, ou les femmes, enfin, les humains sont inégaux. Et l'inégalité, c'est non seulement un fait de nature, mais c'est bien. Principe axiologique, c'est une valeur. Il faut valoriser l'inégalité, il faut valoriser nos héros, il faut valoriser nos élites. Bon, quand on le voit comme principe ontologique et axiologique en même temps, je pourrais vous donner un exemple horrible, mais d'une, j'ose même pas dire doctrine, mais d'une idéologie politique qui a valorisé l'inégalité comme principe ontologique et axiologique, c'est le nazisme. Dans le nazisme, le racisme est un principe ontologique, que certaines races étaient inférieures à d'autres. Au sommet de la pyramide, il y avait les Aryens, c'est-à-dire la race germanique. Et au dernier... Bon, certaines races devaient... ou races, religions, origine ethnique, là, c'est un peu... mais dans le cas des nazis, certains devaient être exterminés, ça c'était les Juifs, et peut-être à un moindre degré les Tziganes, mais certainement les Juifs n'avaient pas droit de vivre. Quand on parle de solution finale, c'est quand même assez grave, là, et plus qu'assez grave, et toute la question c'était l'extermination, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire, à cause d'une appartenance religieuse, mais que les nazis mettaient plus comme une appartenance ethnique, on doit être exterminé. Ça veut dire que ontologiquement, ces personnes-là n'ont pas le droit de vivre. Il est de leur essence de ne pas être sur Terre. Et l'inégalité entre un juif et un arien est ontologique, c'est-à-dire elle est inscrite dans son être et c'est une valeur que de l'affirmer. Je ne vous dis pas mes positions, là. Je vous parle d'une idéologie politique qui affirmait ça. Et pour le reste, les autres races étaient toutes plus ou moins, ou race ou nationalité, étaient plus ou groupe ethnique, étaient hiérarchisés. Par exemple, les Slaves étaient bons pour être des esclaves dans les camps de concentration, travail forcé. Certains autres, bon, les méridionaux, il y avait un statut moins bien que les Aryens, mais pas nécessairement un statut d'être réduit à l'esclavage. Alors, bon, je ne suis pas une spécialiste du régime nazi, mais je vous donne les grandes lignes, mais c'est sûr que c'était une idéologie basée sur l'inégalité comme loi ontologique et principe à respecter.
Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ça. Personne ne peut y faire exception, c'est une loi, et la revendication d'égalité, ce serait une hérésie. Alors, bon, c'est sûr que c'est une position comme celle-ci que quand le droit naturel affirme tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, c'est pour contrer complètement la question d'inégalité comme loi ontologique. Arrivons au deuxième mode avec lequel on est beaucoup plus familier, qui est beaucoup moins extrême dans les sociétés libérales. C'est des sociétés qui prennent plus ou moins position contre l'égalitarisme. On va voir au cours suivant qu'est-ce que l'égalitarisme, la forme totale de l'égalitarisme, qui était le communisme, et la forme, il y a différentes formes d'égalitarisme, mais le libéralisme, plus ou moins s'oppose à plusieurs degrés. On peut dire que l'État-providence avait des politiques plus égalitaristes que l'État néolibéral. Par contre, l'État néolibéral, dans certains points, a des positions plus égalitaristes, par exemple l'égalité des chances, ce qu'on appelle les programmes d'accès à l'égalité, mais c'est seulement en rapport avec certains motifs de discrimination. Donc, dans le libéralisme, on ne parle pas d'inégalité comme valeur fondamentale et on dit qu'on doit lutter pour réduire les inégalités, mais que quand même, l'inégalité existe et que une inégalité totale pourrait démotiver les individus, qu'elle serait synonyme d'aliénation de la liberté et qu'en plus, elle ne tiendrait pas compte du mérite personnel. Et ça, c'est un argument elle n'est pas dans la fiche parce que les auteurs en parlent moins, mais c'est la méritocratie, on en a parlé avec Aristote, c'est quand même important, c'est très important dans toute la définition juridique de l'égalité, c'est qu'il y a des gens qui méritent plus, donc qui doivent avoir plus. La troisième forme de légitimation des inégalités, les auteurs la mettent comme ça. Certaines personnes diraient, certains auteurs canadiens par exemple, diraient qu'ils ne devraient pas dire que c'est une légitimation des inégalités, au contraire, parce que c'est la défense de la non-discrimination systémique, c'est-à-dire de donner à tous une égalité, de mettre les conditions d'entrée favorables pour ceux qui partent perdants, pour ceux qui partent avec un désavantage au départ. Par exemple, quand on a dit les programmes d'accès à l'égalité qui disent les femmes sont sous-représentées dans certains métiers, donc à compétences égales, il faut monter le niveau de représentation des femmes dans certains corps de métier. En gros, c'est un programme d'accès à l'égalité. Ce que les auteurs reprochent à l'égalité des chances, c'est beaucoup de choses, mais notamment, c'est que de ne pas s'attaquer à la structure du système. C'est d'accord, si par exemple, il y a des métiers lucratifs qui payent bien, par exemple médecin ou juge, et qu'on se rend compte, ce qui était le cas il y a plusieurs années, qu'il y avait peu de femmes qui accédaient aux facultés de médecine. Si on rend l'égalité, l'accès, par exemple, à un certain groupe aux facultés de médecine, pas plus facile, mais qu'on favorise par toutes sortes de mesures l'accès aux gens qui, par ailleurs, devraient pouvoir y entrer, parce qu'ils ont les diplômes, ils réussissent les examens. Là, il n'est pas question de faire entrer les gens sans exigence. Mais si on met des mesures pour mettre en place égaliser, disons, les chances d'être acceptés, qu'est-ce que ça change? Finalement, il va peut-être avoir plus des membres d'un certain groupe dans la faculté, mais il n'y aura pas plus d'acceptation. Donc, finalement, c'est de répartir autrement à des personnes différentes qui en ont été privées avant, d'accord, mais ça ne donne pas à plus de gens l'accès aux ressources. Ça fait juste changer qui a l'accès à ces ressources, plus ou moins, ça dépend. Alors, ce n'est pas nécessairement une critique de mettre en place des mesures d'accès à l'égalité, c'est plutôt de dire ces mesures d'accès à l'égalité, elles ont peu d'impact sur la réduction des inégalités sociales, parce que ça peut changer qui bénéficient des ressources, mais ça ne changera pas qu'il y aura des personnes qui n'en bénéficieront pas. Alors, vous lirez leur critique de l'égalité des chances. Pour eux, d'ailleurs, le terme, mais égalité des chances, c'est quelque chose qu'on utilise peu au Canada, parce que c'est un terme français. Ici, on utilise plutôt programme d'accès à l'égalité. Alors, le mot chance, je m'y attarde pas trop, mais il reste que le principe est le même. C'est qu'effectivement, est-ce que ça s'attaque au mode de production de la richesse, aux disparités salariales? Un peu,
quand on a vu les programmes d'équité salariale, mais ça prend pour acquis quand même que certains métiers méritent un salaire plus élevé. Vous allez dire, est-ce qu'elle pense que non? Je vous dis pas mais je vous dis juste, posez-vous la question, qu'est-ce qui nous permet de dire que certaines choses vont avec un salaire plus élevé? Bon, c'est une question importante et il faut être capable d'y répondre parce que généralement, dans les régimes libéraux, c'est la question, entre guillemets, du mérite personnel. Alors voilà, bon, il ne change rien. Et l'article finit par quelques résumés de la doctrine de John Rawls, qui était un philosophe dont on va reparler dans nos cours sur la justice sociale, qui lui est un philosophe de la justice sociale, philosophe politique, qui n'était pas en faveur des inégalités, mais c'est un philosophe du libéralisme, et qui n'a jamais remis en question les inégalités, c'est-à-dire qu'en disant les inégalités, ils deviennent mauvaises ou à proscrire quand elles sont injustes, c'est-à-dire quand elles produisent le mal. Mais de certaines inégalités, les inégalités peuvent produire du bien. Et on entend souvent cette justification en disant, par exemple, mais oui, mais par exemple, le fait qu'il y ait des inégalités de revenus permet la création d'emplois, le développement d'entreprises, l'élévation du niveau de vie. Alors, je vous réfère au texte pour lire la critique que font les auteurs de la position de Rawls là-dessus, et je vous dis que nous allons y revenir dans nos cours sur la justice sociale.